le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bonjour, bienvenue sur la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. La demi-heure radioactive a lieu les 2e et 4e mardis du mois à 14h en direct. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles des catastrophes à venir, nous croyons qu'il est de notre devoir impératif de nous informer, mais aussi d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Avec nous aujourd'hui pour reparler de la catastrophe de Fukushima, Colin Kobayashi, collaborateur de la revue Days Japan, qui habite en France depuis de nombreuses années et qui suit de très près l'actualité sur les conséquences de la catastrophe de Fukushima. Bonjour Colin. Bonjour. Donc, 1 an et demi après le début de cette catastrophe, on voulait refaire un point avec toi sur les conséquences aujourd'hui au Japon, un an et demi après, voir où on en est sur différents aspects. Donc, on peut peut-être commencer par un petit point technique, si tu veux bien. C'est où on en est de ces 3 réacteurs, si on peut encore appeler ça des réacteurs. Le problème technique, ça reste assez réticent, la situation extrêmement réticent par rapport à l'amélioration, puisque de toute façon la radioactivité, une fois rejetée, ça reste. Donc amélioration, peut-être une petite vache qui a été mise en construction sur le réacteur 1. Mais la situation de réacteur 2, 3, 4, ça ne change pas. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas dans quel état le corium se trouve. Le corium, ça veut dire c'est le magma fondu de combustible irradié, fusionné. Et puis la question de la piscine de réacteur 4, ça reste un grand problème à résoudre. La structure de la piscine a été fragilisée par le séisme qu'on a eu au mois de mars, et la structure de bâtiment a été légèrement renforcée, mais ça risque de s'effondrer s'il y a encore un autre séisme qui arrive. Alors juste pour préciser, les piscines, la piscine du réacteur numéro 4, c'est-à-dire que c'est des piscines où on entrepose le combustible irradié, mais je crois qu'il y a aussi du combustible qui a pas été usé, donc qui a plein, qui a plein potentiel avec du plutonium, etc. Et donc on entrepose ça. Je crois que la piscine, elle est à 20 mètres de hauteur, au-dessus du sol, et elle est quasiment à l'air libre. Voilà. Et donc effectivement, s'il y a un séisme, tout ça, c'est une des grandes inquiétudes en ce moment. En plus effectivement des autres ex-réacteurs qui continuent à cracher de la radioactivité quand même. C'est ça, oui. Donc dans le site de Fukushima Daiichi, on mesure toujours la radioactivité autour de 220, 300 en microsieverts par heure. Ceci est évidemment beaucoup moins qu'au mois de mars, mais enfin ça continue. Donc la radioactivité ne s'efface pas tout de suite, tant qu'on n'arrive pas vraiment à couvrir avec l'étanchéité suffisamment solide, sinon ça continue à éjecter, quoi.
alors, où est-ce qu'on en est aussi des projets de décontamination, c'est-à-dire tous ces efforts qui paraissent tellement, j'allais dire absurdes, mais enfin bon, dérisoires en tout cas, par exemple, de décaper 20 cm de terre pour les mettre, on ne sait pas où. Est-ce que ça continue? Est-ce que tous ces déchets-là, ils sont entreposés quelque part? Où est-ce que ça va, tout ça? C'est-à-dire que le gouvernement continue à faire disons, des actions de décontamination, entre parenthèses, parce que de toute façon, la radioactivité, il ne s'efface pas. Donc, si on décontamine, ça déplace ailleurs. On nettoie sur une place, peut-être on peut évacuer des terres de 30 cm ou enlever une couche de mur, etc. Mais c'est juste pour le moment temporaire, quoi. Donc la radioactivité se déplace ailleurs, mais il revient des fois avec la pluie, avec le vent. Toutes les accumulations ont été faites dans des endroits, dans les buissons, dans les forêts, dans les bois, dans les champs. Il revient avec le vent et la pluie. Donc la décontamination, ça continue, mais c'est vraiment, il me semble que c'est un gâchis de l'argent, puisque ça revient toujours. Ça, c'est une solution tout à fait momentanée et aléatoire. Est-ce que ça concerne ça concerne combien de personnes à peu près, ce problème de radioactivité autour de la centrale de Fukushima, des gens qui sont restés dans des zones, dans des territoires qui sont maintenant contaminés? Ça représente combien de gens, ça? Combien de gens, c'est-à-dire, c'est difficile à dire très précisément, mais si on s'adapte à la manière de l'accident de Tchernobyl, dans le cas de Biélorussie, par exemple, il faudrait faire évacuer la population de Fukushima entière, c'est-à-dire 2 millions de personnes, même dans le sens préventif, même s'il y a des zones et des quartiers qui ne sont pas forcément très contaminés, mais dans une action préventive, il faudrait évacuer l'ensemble de la population Fukushima. Évidemment, ça coûte énormément d'argent, donc ni gouvernement national, ni gouverneur local ne souhaiterait pas de le faire, puisque ça coûte trop cher pour eux. Bon, 2 millions de personnes, d'accord. Et puis bon, dans le pire des scénarios aussi, il se passe quelque chose avec la piscine du réacteur numéro 4. Là, on est dans... Là, ce sera contaminé, quasi majorité, au moins de un moitié de territoire japonaise. Si ça se pète, la piscine de réacteur 4, ce sera vraiment comment... Oui, ça dépasse la notion de catastrophe même. Voilà, on n'ose plus utiliser, on ne sait plus comment qualifier les choses, arriver à ce niveau-là. Au niveau des conséquences... Alors, donc, il y a 2 millions de personnes qui vivent, on peut le dire, plus ou moins en territoire contaminé, qui ingèrent de la nourriture contaminée, qui boivent de l'eau, j'imagine, contaminée. Enfin, alors, au niveau des conséquences sanitaires, est-ce qu'il y a des choses qui commencent à apparaître? Je sais que tu as fait un entretien... Concernant la distribution alimentaire, pour l'instant, quand même, en majorité de la population peuvent acheter des nourritures suffisamment saines, si on choisit bien, et si on ne mange pas des potagers personnels de leur maison. On arrive à trouver des denrées alimentaires suffisamment propres. Mais évidemment, c'est la question aussi de leur habitude, où ils achètent, comment
parquet de distribution, tout dépend de l'attitude des consommateurs. Concernant la situation de la santé, notamment les derniers chiffres qu'on a, c'est l'augmentation de kystes, notamment autour de thyroïde. Oui. Actuellement, on dit 35,3% des gens qui ont des kystes. Et ça, on a fait sondage l'an dernier, et puis 12e a été effectué avant l'été, et puis ça augmente jusqu'à 43,12%. Donc c'est inquiétant. Et on a découvert une personne parmi les enfants, une personne avec le cancer de thyroïde. Ceci dit, quand même, cancer de thyroïde, c'est extrêmement rare. Donc, 1 sur 250 000 enfants habitants de Fukushima, c'est assez significatif. Surtout que apparemment, d'après ce que j'en comprends, les cancers de la thyroïde se développent plutôt au bout de 3 ans, 4 ans. Donc là, ce sont des kystes qui peuvent se transformer en cancer. Hein. Oui. Et ça, quand même, on se demande pourquoi, parce que là, il y a quand même quelque chose d'assez simple à faire au moment où on sait qu'il y a eu un accident, c'est de distribuer des pastilles d'iode aux gens. Ça, au moins, ça évite que l'iode radioactif se fixe sur la thyroïde. Ça, c'est quelque chose au moins qu'on sait faire. Alors pourquoi ça n'a pas été fait, ça ? Puisque évidemment le gouvernement et les autorités nucléaires, y compris donc l'industrie nucléaire, pour eux, un accident majeur, ça n'existe pas. Donc la distribution de iode artificielle a été très très en retard. Et ils n'ont pas été donc annoncés après 15 jours de l'accident. Donc ça a été amené après 20 jours. C'est trop tard. Donc ça n'a pas été diffusé réellement. Et puis voilà le résultat. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement aura des risques d'avoir un cancer de thyroïde. Et bon, alors après, évidemment, on connaît, avec l'expérience de Tchernobyl, on sait aussi que les pathologies qui suivent la catastrophe nucléaire, c'est les pathologies cardiaques, les cancers, les cancers des os, toutes ces choses-là, on le sait quand même depuis Tchernobyl, mais on sait aussi que ça va se déclarer dans quelques années, quoi. Oui, c'est ça, oui. Donc, ce n'est pas seulement d'ailleurs cancer de thyroïde. On en parle beaucoup comme si c'est la seule maladie, mais c'est faux. Il y a beaucoup d'autres maladies qui attaquent par des radionucléides, notamment césium-137, 134, même strontium qui attaque sur les os. Et notamment grâce aux études de Yuri Bandajevski qui a découvert les attaques sur le cœur. Et donc si il est attaqué sur le cœur, il y a pas mal de morts subites à cause de la crise cardiaque. Donc là, déjà un peu, pas seulement dans le département de Fukushima, y compris la région de Tokyo ou Yokohama, on a escompté déjà pas mal de gens qui sont morts subites par la crise cardiaque, mais on ne sait pas donc la causalité, la corrélation entre la radioactivité de l'accident Fukushima et leur mort. Mais on peut soupçonner que ça peut être
à cause de Fukushima Daiichi. D'accord. Est-ce que la population japonaise a les chiffres corrects d'évolution des maladies? Est-ce qu'on leur donne des informations sur la radioactivité? Est-ce qu'ils sont informés? Est-ce que les médecins au Japon sont informés des risques sanitaires? Est-ce que l'information passe ou est-ce que c'est comme en Belgique. De la situation de soins, des consultations médicales, le problème c'est que quand même il y a beaucoup de pression qui vient de la part des autorités, le gouvernement, qui ont décidé de confier à l'Université médicale de Fukushima, qui rassemblerait toutes les données médicales, dont professeur Yamashita Shunichi, celui qui a dit qu'il n'y a pas de problème jusqu'à 100 000 civets, celui qui a dit aussi en rigolant, en riant, la radioactivité attaquerait jamais aux personnes qui rient bien. Rient bien. J'ai vu. Cet expert médecin de l'Université de Nagasaki, médical Nagasaki, qui donc prétend qu'il n'y a pas grand risque avec la contamination interne, c'est-à-dire de faibles doses, par alimentation, par inhalation. Et ce monsieur donc, qui dirige finalement l'enquête sanitaire et médicale sur l'ensemble de la population de Fukushima. Mais jusqu'à présent, donc, deux enquêtes ont été faites, comme je viens de vous dire que c'était de 35 à 43% d'augmentation, mais la réponse est seulement, jusqu'à présent, 22,9%. Donc on ne peut pas dire que c'est l'ensemble de la situation sanitaire même de la population de Fukushima. Et je ne sais pas si vraiment les habitants de Fukushima donneraient entièrement la confiance à ce que fait par la direction de monsieur professeur Yamashita. Oui, c'est le fameux principe de la radiophobie, hein, c'est que les gens sont malades non pas à cause de la radioactivité, mais parce qu'ils angoissent. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on assiste aussi il y a des gens qui se sont pris en main et qui font pas tellement confiance aux mesures qu'on leur donne. Hein. Il y a un centre qui est similaire à ce qu'on a ici en France, la CRIRAD, qui s'est créé. Donc, on est quand même dans on se retrouve avec des populations qui sont soumises à un autocontrôle. Il faut que les gens se contrôlent eux-mêmes, quoi, et leur nourriture. Et on a l'impression qu'ils sont un peu délaissés par les autorités. Oui. Donc évidemment, toutes les informations qu'on reçoit par le gouvernement, notamment par le ministère de Sciences et de la Technologie, et qui donne des informations, des données et de valises sur la radioactivité installées un peu partout au Japon, mais souvent les valises ne se trouvent pas à mettre dessus de sol ou 50 cm dessus de sol, et c'est souvent les valises se trouvent 17 mètres plus haut dans l'air, des fois 39 mètres, des fois 60 mètres. Et donc c'est pas l'endroit où surtout les enfants jouent ou fréquentent. La publication des données tous les jours de ministères ne sont pas forcément très fiables par rapport au risque de radioactivité. Et dans ce sens-là, CRIM, CRMS, confrère japonais de centre de mesure de radioactivité à Fukushima,
qui publient aussi leurs propres mesures sur leur site, là, ce serait plus fiable, il me semble, de comparer d'ailleurs par rapport à la publication officielle. Ce serait très intéressant de voir. Actuellement, Koriyama, Fukushima, c'est vrai que c'est pas au niveau de mars l'an dernier, mais quand même c'est beaucoup plus haut par rapport aux normes qu'on peut donner. Par exemple, CRIRAD dit que 0,1 microsievert au-dessus de ce seuil, c'est risqué. Donc actuellement, Koriyama, Nihonmatsu, Iwaki, Fukushima, tout ça c'est autour de 0,3, entre 0,3 et 0,04. C'est très très variable selon les lieux, selon les endroits, mais c'est à peu près ça, quoi. D'accord. Sachant que la radioactivité se cumule en plus. Enfin, c'est pas quelque chose qui s'en va. Donc tout ça, ça se cumule. Bon, tu voulais nous parler, je crois aussi d'un programme qui est en train de se mettre en place au Japon. On reproduit un peu le même schéma qui s'est passé à Tchernobyl. On en avait parlé ici dans cette émission. C'est-à-dire tous ces programmes internationaux qui font des études techniques par des experts, etc., et qui expliquent comment on peut améliorer les conditions de vie des gens qui habitent en territoire contaminé, et puis qui en fait, on l'apprend, sont plus au service des industriels que de la population. Tu peux nous parler de ce qui est en train de se tramer là au Japon? La question assez cruciale actuellement, c'est justement cette mainmise venue de la part de l'industrie nucléaire, le lobby nucléaire français, international, qui se collaborent entre eux pour dire à la population de Fukushima notamment, comme si on pourrait vivre tranquillement dans la zone contaminée. Notamment le projet Ethos qui a eu lieu en Biélorussie au moment de Tchernobyl. Projet Ethos, corps, pressage, tout ça, tous ces problèmes, tous ces projets qui ont été menés par le CEPN, Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire, dirigé par M. Jacques Lochard, qui fréquente depuis l'automne très très régulièrement à Fukushima en donnant des conférences devant la population de Fukushima pour dire qu'on pourrait quand même continuer à vivre sans trop crainte dans la zone contaminée. Bon, cette banalisation et puis le déni de, disons, la radioactivité, comme si on pourrait vivre. Évidemment, la radioactivité, c'est invisible, sans odeur, sans rien. Donc, si on peut, on croit qu'il n'y a pas de radioactivité, on peut vivre même ici à Paris ou ailleurs. Si on dit qu'il n'y a pas de radioactivité, on peut vivre comme normalement. C'est la même chose. Donc, pour avoir vraiment une conscience de la contamination radioactive, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça, et que cette démarche risquerait évidemment de banaliser la radioactivité, et puis évidemment tous les habitants qui ont été obligés de se réfugier ailleurs, qui souhaiteraient toujours revenir sur sa maison habituelle, sur leur pays natal, évidemment. Donc leur souhait conscient ou inconscient, le désir énorme de revenir, de vivre normalement comme avant, et la proposition de ce lobby nucléaire qui disent que dans la zone contaminée, on peut vivre tranquillement. Donc,
cet expert, M. Jacques Lochard, économiste, président de CUPN, c'est une association fondée par UDF, CEA, Areva, donc tous les lobbies nucléaires français qui donnent le budget de cette association, qui a donc énorme d'argent, 2 millions, je ne sais pas exactement actuellement, mais enfin, il bénéficie d'un énorme budget et puis il essaye visiblement de faire la même chose à Fukushima, le projet Ethos à Fukushima, tout en collaborant avec un certain nombre de japonais locaux qui pensent que ça peut se faire avec cette philosophie. Voilà, donc la situation me semble assez grave puisque M. Lochard se présente comme membre de CIPR, Commission internationale de protection radiologique, qui définissent la norme de la radioprotection. Et il se présente jamais comme président de CEPN. Donc déjà une manipulation médiatique, comme s'il est complètement neutre par rapport au lobby nucléaire, mais c'est faux puisqu'il est réellement un initiateur de ce projet et qu'il voudrait faire la même chose à Fukushima. Est-ce que ça veut dire quelque part que le gouvernement japonais, que TEPCO, ils ont démissionné de leurs responsabilités, puisque on a l'impression que c'est le lobby nucléaire qui va commencer à dicter sa loi, comme on l'a vu déjà à Tchernobyl, ou enfin à Tchernobyl, c'est un peu le gouvernement niait aussi. Est-ce que le gouvernement japonais a encore son mot à dire là? Le gouvernement japonais, oui, par exemple, le Premier ministre Noda a déclaré récemment que la stratégie d'orientation de l'énergie devrait éliminer les centrales nucléaires d'ici dans 17 ans, donc autour de 2030, il voudrait abaisser jusqu'à 15% les centrales nucléaires et puis jusqu'à 0. Alors que il y a évidemment c'est une stratégie aussi électorale puisqu'on attend en automne les élections législatives générales et que on sait que la grande majorité de la population japonaise sont opposés et clairement qu'ils veulent qu'on s'arrête immédiatement le nucléaire. Alors ils font donc des stratégies politiques un peu opportunistes pour dire que nous sommes prêts à aller vers l'arrêt de nucléaire, mais pas tout de suite. Et puis, au moment où le Conseil des ministres devait donner la conclusion pour nucléaire 0, la pression américaine était tellement forte et il était obligé d'annuler cette décision. Donc, ils font des zigzags permanents et la question nucléaire d'aujourd'hui, c'est pas seulement le gouvernement japonais, mais avec tous les liaisons internationales, avec AIUA, avec CIPR, avec toutes les industries américaines, européennes, notamment françaises évidemment, ils font des pressions énormes sur le gouvernement japonais. On rappelle juste que il y avait 54 réacteurs en activité au Japon, qu'au mois de mai de cette année, il n'y en avait plus du tout en activité, et que le gouvernement a décidé d'en remettre en marche 2. Donc ça veut dire qu'il y a 2 réacteurs sur 54 qui fonctionnent actuellement au Japon. Donc on pourrait presque dire que l'arrêt immédiat, il est là, il est déjà là. Donc bon, je vois qu'on va arriver à... Ça passait vite, on va arriver à la fin on pourrait en parler très très longtemps. Bon, moi, ce que je retiens, c'est que au bout d'1 an et demi, la situation technique s'est pas améliorée.
elle pourrait se dégrader, et puis qu'on assiste encore une fois à une banalisation de ce que c'est que la radioactivité. On la nie, on explique qu'il y a 2 millions de cobayes là, qui peuvent rester là, à manger plus ou moins des choses propres, à s'autocontrôler. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... C'est ça, oui. Colline, merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et puis, je vais donner le nom de... Tu peux nous donner l'adresse, le site internet de ta revue, Days Japan? Days Japan, c'était quoi? C'est Days Japan, je crois. Japan, c'est facile à trouver si on Google. D'accord, je crois que c'est daysjapan.net, quelque chose, voilà. Ouais. Bon, merci Colline, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Je vous rappelle, si vous voulez nous contacter, notre adresse mail collectif-antinucléaire13@orange.fr, et on a aussi un blog collectif-antinucléaire13.wordpress.com. Merci Joachim à la technique, et puis à dans 15 jours. Au revoir.